Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Alors aujourd'hui on va parler NBA et pour m'épauler, alors je vais avoir Elliot. Salut à tous. On a aussi Axel. Salut. Et Louis. Bonjour à tous. Alors voilà, on a pas mal de choses à se dire. La NBA a maintenant repris depuis presque 2 semaines. On a aussi notre Français, Victor Wembanyama, qui a rejoint la NBA et qui a fait ses premiers pas en éblouissant certains. On va aussi parler du cas Evan Fournier. Alors on entend beaucoup parler depuis plusieurs mois et sa situation n'avance toujours pas malgré que la saison est reprise. Alors pour commencer cette émission, je pense qu'on va faire un petit point général sur les classements et même les performances individuelles si certains vous ont surpris. Après on passera au top flop. Donc Louis, toi depuis 2 semaines, qu'est-ce que te fait dire la NBA ? Que la NBA a de nouveaux leaders, commence à avoir de nouveaux leaders et puis avoir surtout de nouvelles équipes qui tankent, qui peuvent tanker en tout cas. Enfin, on n'a pas vraiment eu une saison comme on l'espérait sur les pronostics. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas les équipes soit surperforment, soit sous-performent et du coup... Ça ne répond pas à leurs attentes. En fait. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses de cette NBA saison 2023-24 ? Bah ça commence bien, on a quelques surprises, quelques joueurs qui scorent énormément de points, on y reviendra après. Ouais. Bah les 2 équipes qui ont été au top l'année dernière sont toujours au top, hein, Denver et Boston. Après comme tu l'as dit, il y en a certaines qui déçoivent plus que d'autres. Je pense à Miami et je pense au Jazz aussi. Mais pour l'instant c'est appréciable et puis avec ce nouveau tournoi qui est mis en place, ça donne une certaine importance. Ouais. Et toi Elliot, donc un petit avis ? Ouais, la même chose, je prends beaucoup de plaisir à regarder tous les matchs. C'est, par rapport à la saison dernière, on n'a pas une équipe qui a déjà invaincu, elles ont tout au moins perdu une seule fois. Là on a, je dirais, beaucoup plus de la moitié des équipes qui ont autant de victoires que de défaites. Non, il y a beaucoup de surprises, tous les matchs sont vraiment plaisants. Bon, pour l'instant on touche du bois, les gros joueurs ne se blessent pas. Là je pense à Zion, des Kawhi qui pour l'instant tiennent la route. Moi aussi ce que je voulais qu'on fasse, je pense qu'on va afficher les classements des 2 conférences pour qu'on en parle. Je vois quelques surprises, peut-être commencer à gauche, à l'est. Moi là quand je vois ça, il y a une chose qui me surprend aussi, c'est le Magic en 5. Louis, sur le début de saison du Magic, comment tu le juges ? Surprenant, on savait qu'ils avaient un superbe groupe avec Franz Wagner et Maurice Wagner, les nouveaux champions du monde. Ils ont quand même Paolo Banchero, toujours rookie de l'année. Qui était un peu en méforme. Exactement. Et là il revient bien. Il a fait pas un super début de saison et là sur le dernier match il joue très bien. Jalen Suggs pareil qui est très bon. On se posait des questions sur lui parce qu'ils ont beaucoup de joueurs sur la ligne arrière, mais il arrive à faire son trou, c'est très bien. Et en fait on a une équipe qui surprend, qui est surprenante et on les attendait pas à ce niveau. Justement on les attendait peut-être un peu plus bas pour tanker et essayer d'avoir un bon choix l'année prochaine. Il y a peut-être une... Oui, à dire. C'est vraiment une équipe hyper complète, que ce soit en attaque ou en défense. Et je trouve que Isaac fait aussi plutôt un bon retour, alors qu'il était blessé pendant quand même un certain bout de temps. Mais c'est vraiment une équipe très complète. Mais après, ça reste le début de saison et on voit quand même qu'en 2 matchs, le classement peut vite changer. Bon, leur objectif, c'est pas de jouer la 5e place. Hein, peut-être le play-in, je pense, cette année, ça peut être une option pour eux. En parlant de play-in, il y a une équipe qui est 10e, les Raptors. Honnêtement, personnellement, je les voyais pas assez de place. Axel, toi, t'as un avis sur leur début de saison qui est un peu en deçà. Ils ont encore failli perdre contre les Spurs. Là, ils arrachent une 3e victoire. Ouais, grâce à un énorme Barnes qui met 30 points. Exceptionnel. Monstrueux. Ouais, je sais pas trop. Pour moi, je trouve ça un peu fade. Ils s'en remettent à un énorme Barnes pour gagner contre les Spurs. C'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus les Nuggets ou les Mavericks. Donc, je sais pas trop. On sait qu'il y a quelques années, ils étaient au top. Là, c'est plus trop ça. Après, ça a changé énormément en NBA, forcément. Le GM, il veut tout déconstruire. Et là, ça, Siakam, peut-être qu'il y aura un trade. On espère, parce qu'il reste plus qu'1 an de contrat. S'ils veulent pas le perdre pour rien, ce serait bien de le trade. Donc quelqu'un a un dernier avis aussi peut-être sur les Celtics. Je pense qu'il y en aura peut-être dans vos tops, je suis pas sûr, mais sur les Celtics, et voilà ce gars Jason Tatum qui fait un début de saison de MVP. Elliot, je vois que tu souris. Non, mais déjà la saison dernière c'était monstrueux tous ces matchs. Il était déjà potentiel MVP, même si bon il n'y a pas vraiment photo face à Embiid et Jokic. Là il fait encore un très gros début, puis
Puis moi honnêtement en fait dans les Celtics c'était aussi Kristaps Porzingis j'étais un peu très très bon début de saison. Au début je me m'attendais pas trop à un début de saison comme ça, je me suis dit que ça va être encore la même chose, on s'attend à beaucoup mais au final c'est pas vraiment le niveau attendu. Finalement c'est très très bon et c'est impressionné des Celtics pour l'instant. Ouais, non, les Celtics ils sont impressionnants et puis c'est le plus jeune joueur des Celtics à avoir mis 10 000 points il me semble aussi. Donc je pense que ça va lui donner encore plus de confiance même s'il en a déjà assez, et je pense que là sincèrement il est pas encore trop vieux, je pense qu'il rentre carrément dans la force de l'âge. Je pense que c'est le moment. Après il a 2 énormes clients pour l'instant au début de saison dans la course au MVP ça va être compliqué. Bon, on voit qu'ils sont suivis des Sixers et des Bucks, comme l'année dernière, les 3 meilleures équipes de l'Est. Les Bucks, vite fait, un petit mot sur Lillard, son adaptation, Louis. Un peu compliqué, on l'a vu prendre chaud, avoir ses Dame Time, mais on reste encore un peu sur notre fin. Le duo avec Giannis a du mal à se mettre en place et on espère qu'ils vont vite trouver leur marque parce que... J'ai l'impression qu'il y a un manque de Jrue Holiday. Ah oui. Ouais, parce que offensivement, là ils prennent un plus énorme, mais défensivement ils perdent aussi énormément. Et je pense que c'était aussi la force des Bucks. C'est un choix qu'ils ont fait. Faut que Lillard s'adapte et aussi que Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, toute l'équipe autour aussi s'adapte à ce manque défensif, cette perte défensive, et il faut qu'ils retrouvent un certain équilibre. Bon, on va partir à l'Ouest. Une conférence aussi qui a de belles choses à nous offrir. Les Denver Nuggets qui imposent leur dictature une nouvelle fois, les champions en titre, suivi des Mavs pour qui certains avaient des petits doutes en début de saison parce qu'en même temps l'année dernière ils finissent pour tanker. Allez Axel, qu'est-ce qui te surprend là quand tu regardes cette conf? Moi il n'y a pas tellement de choses qui me surprennent à part les Wolves 4e peut-être qui font un bon début de saison. Après forcément certains peuvent dire le 12e Suns etc, mais bon Bradley Beal et Booker ne sont pas là, ils sont blessés, donc forcément Durant doit un peu faire le show tout seul, mais c'est assez compliqué avec l'effectif qu'il y a autour qui reste. Après, si je peux me permettre, quand les Suns affrontent les Spurs, ils se doivent de gagner quand même. Après Wemby fait un énorme deuxième match aussi. Pour le deuxième match, après pour le premier le premier match ils auraient dû le gagner, le deuxième c'est compliqué, une perf individuelle exceptionnelle. Louis, il y a une équipe, je pense qu'elle sera dans vos flops, mais on va peut-être en parler même un petit peu avant. Début de saison des Grizzlies. Compliqué. Ja Morant, la perte de ce dernier, ça se ressent. L'adaptation pareil de Marcus Smart aussi a du mal à se mettre en place. Desmond Bane doit prendre un rôle bien plus important dans l'effectif d'un point de vue offensif, et je pense que l'alchimie a du mal à se mettre en place. Pour moi c'est qu'une question de temps, ils n'ont pas vraiment bougé l'effectif, faut que ça clique et je pense que ça va marcher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il se fait vieux, mais moi dans cette équipe je donnerais bien, on voit que ça marche pas, je donnerais bien des minutes en plus à Derrick Rose au poste de meneur. Et pourquoi pas, on voit s'il défaite une victoire, il faut changer quelque chose. Ils ont le meilleur défenseur de la ligue en titre. Et là il sort d'une grosse performance la nuit dernière. On va suivre ça chez les Grizzlies. Une autre chose qui vous surprend, peut-être des Lakers. Moi j'aurais plutôt dit même de la conférence Ouest du 12e au 15e, je trouve ça surprenant parce que c'est quand même des équipes qui ont toutes fait une grosse saison dernière. Ouais, les Kings déjà. Ouais, les Kings, même les Jazz, qui avait fait même si Markkanen continue, c'est quand même assez fou de les voir si bas. Et du 12 au 15, là, je suis quand même un peu surpris de les voir mal débuter comme ça. Et on va passer à vos top, vos flops. Là, on va plus détailler vraiment sur des performances même individuelles au sein de ces équipes. Je vais vous prendre dans l'ordre. Louis, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs ou même équipes qui te marquent là? Là, pour l'instant, on parle des flops vraiment. En flop, je vais parler des Kings, on vient de les évoquer à l'instant, mais ils sont quand même arrivés 3e à l'Ouest l'année dernière. Et là, on sent qu'ils ont du mal. Offensivement, c'est très bien, on sent la patte Mike Brown, mais défensivement, là, j'ai du mal à les voir. Ils se prennent beaucoup de points, ils ont du mal à gérer leur temps fort, et malgré les bonnes performances parfois de De'Aaron Fox ou de Sabonis, ils ont du mal à garder leur avantage et ils se prennent trop de points, et défensivement ça devient peut-être alarmant. Toi Axel,
dans toute cette ligue, hein, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, un flop comme ça? Bah, on a évoqué les Jazz, même si Lauri Markkanen est en forme quand même, il tourne à 20 et quelques points de moyenne. Moi j'aurais mis Clarkson en flop, parce qu'on a vu aussi qu'il avait à peu près 9% au tir à 3 points depuis le début de sa saison, donc c'est quand même pas forcément les standards d'un meneur titulaire. Donc pour moi c'est à peu près ça. Je sais que ça va être compliqué, mais je les vois pas bien plus haut en fait. Je les vois même peut-être pas taper les playoffs, à moins qu'on ait un réveil et des surprises. Pour vous, la conférence la plus malade, c'est l'Ouest. Toi, dans cette ligue, qu'est-ce qui te chagrine, on va dire? Bah forcément, en fait, c'est ça. Moi, c'est comme je l'ai dit, c'est les performances des équipes qui jouaient les playoffs la saison dernière. Au final, elles font un très mauvais début de saison où certains joueurs commencent avec pas être en forme. Ça va être quand même, ça va pas être compliqué parce que je pense qu'il y a quand même les Suns et les Kings vont vite se réveiller, je pense, mais c'est quand même un peu alarmant. Puis ouais, non, puis après les Grizzlies, pour moi les Grizzlies c'est le plus gros flop, ça tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord. Et c'est juste, va falloir réussir à hausser le niveau jusqu'à le retour de Moren, sinon après, ça va être. Je veux votre avis sur une autre situation. Le Heat qui arrive en finale de NBA, qui est pour l'instant 11e de la conf Est. On peut le dire, là pour l'instant c'est un flop. Louis, comment tu vois ce début de saison qui est un peu alarmant peut-être? J'ai envie de dire alarmant oui, mais pas surprenant dans le sens où le Heat il surperforme en playoff depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises, déjà en 2020. 2020, ouais. Ah oui. Voilà. 2020, ils font finale contre les Lakers. Et encore 2020, ils avaient l'effectif, ils avaient un Jay Crowder en forme, etc. Là, je trouve qu'en fait, à chaque fois, ils sont entre guillemets sauvés par des joueurs qui explosent et qui sont au-dessus de leur performance. On a eu du Duncan Robinson, on a eu du Gabe Vincent. Ouais, du Gabe Vincent qui est aux Lakers maintenant. Exactement. Du Butler. Mais Butler, on se doutait, c'est une star, etc. Là, il n'y avait pas Tyler Hero. On parle de joueurs de rotation qui explosent d'un coup et qui prennent une grosse place. Alors tant mieux pour eux parce qu'en playoff ils vont jusqu'au bout, mais là quand ils les perdent, si Spoelstra n'arrive pas à mettre sa magie sur certains joueurs, on sent que ça clique pas. Butler il commence à se faire vœu, et Bam Adebayo dans son rôle offensif il a du mal encore à se développer. C'est un joueur assez stéréotypé, bon mais stéréotypé, et je pense que c'est là où est le problème. Axel, est-ce que tu as un petit top là comme ça qui te saute aux yeux depuis 2 semaines? Moi ça va me faire plaisir de parler de ça, mais top, pas forcément une surprise, mais Stephen Curry qui est tout simplement monstrueux. C'est pas forcément une surprise, mais je suis content quand même de le dire parce que j'ai l'impression que depuis 3-4 ans on les enterre aussi, les Warriors. On se dit peut-être c'est la fin de la dynastie, nanana, mais en vrai ils sont toujours bien quand même, ils font des très beaux résultats et honnêtement moi Curry il est monstrueux en ce début de saison quoi. C'est peut-être une phrase bateau, mais en fait selon moi la dynastie s'arrêtera quand ils auront plus leur roi. Et en fait, le roi il est toujours là. Tu parles de Curry, tu penses que la course au MVP c'est quelque chose qu'il doit assumer cette saison? Ouais, il y a moyen. Il a quoi? Il a 30 points de moyenne là, depuis le début de saison. Donc je pense qu'il peut y aller, il peut essayer. Après, ça va être compliqué. Il y a énormément de concurrence quand on voit que Jokic et Doncic commencent déjà à faire 4 ou 5. 30.4, ouais, donc. Ouais, c'est énorme. Du coup, Jokic et Doncic, quand ils commencent à faire des triples-doubles en masse, 4 ou 5 games d'affilée, ça commence à être compliqué, quoi. Et puis il y a Tatum de l'autre côté, donc bon. Elliot, un top dans cette NBA? Du coup, un top plutôt surprenant pour moi, je pense, ce sera Shaedon Sharpe du côté des Blazers. Parce que deuxième saison, il était à 9 points la saison dernière, là il passe déjà à 22 points de moyenne. Il est tout seul, il n'y a pas Simons, il n'y a pas Scoot Henderson. Il est tout seul, pour l'instant il fait le taf, je trouve. Donc moi, pour l'instant, c'est mon petit top, c'est sa deuxième saison et je trouve qu'il est très très bon. Là. Ok, c'est parfait. Louis, toi? Moi, je vais partir sur Trey Jones en tant que supporter des Spurs. Il m'a fait vraiment plaisir parce que c'était une grosse question entre guillemets qu'on avait sur lui. Est-ce qu'il aurait les épaules pour assumer le rôle d'un meneur de jeu? Et en fait, on met Sohan à sa place et lui en tant que 6e homme, il fait vraiment bien l'affaire. On l'a vu prendre feu face à des équipes. Il prend le rôle de meneur hacker et je trouve que même défensivement, ça va. C'est pas le pire de l'équipe. Donc pour moi, j'ai envie de le mettre en avant et je mettrai Trey Jones. Ouais, je pense que tu fais bien d'en parler. On va peut-être très rapidement revenir sur cette équipe des Spurs. On en parle tous en France parce qu'on a Victor Wembanyama. Les Spurs qui honnêtement font pas un mauvais début de saison. Ils pourraient peut-être même faire mieux à certains moments. Là, c'est Wemby qui fait son premier gros match contre les Rockets.
Et puis là, contre les Raptors, ils sortent en prolongation. Alors qu'ils avaient le match entre leurs mains, ils avaient un plus 21. Et bon, malheureusement, ils se font remonter par, comme Axel l'avait très bien dit, un Scottie Barnes exceptionnel. Les Spurs cette saison, comment on voit ça? Parce qu'on a un Devin Vassell, bon là qui est un petit peu blessé. Oui, on ne sait pas pour combien de temps. Oui, Keldon Johnson qui mange les ballons, Zach Collins aussi. Et peut-être un Victor Wembanyama qu'on voit pas assez balle en main. Ça, c'est mon avis. Et aussi, je trouve qu'on ne voit pas assez jouer de sa taille. Louis, toi qui es, on va dire, un peu expert des Spurs, tu penses quoi de cette équipe là sur ces 10 premiers jours? Comme tu dis, elle pourrait faire mieux, mais je trouve qu'elle fait déjà bien. C'est clair. Il y a quelque chose qui est en train de... Mais il y a des joueurs en fait qui sous-performent un petit peu. Je pense par exemple à Sohan qui doit se refaire un poste de meneur. Bon, il n'a pas l'habitude, mais je pense qu'il a les capacités pour. Même défensivement, il est très très important. Mais Zach Collins et Keldon Johnson, c'est un peu des déceptions dans le sens où on pensait que justement ils allaient peut-être faire un peu plus croquer Victor. Et là, ils sont plus dans un rôle de moi je veux prendre la balle, je veux briller moi. Peut-être qu'ils ont peur de pas avoir autant de lumière qu'avant. Devin Vassell, c'est dommage qu'il se blesse. Parce qu'il fait un bon début de saison. Exactement. On espère qu'il va pouvoir au moins faire 70 matchs dans une saison. On croise les doigts, mais quand on met un contrat aussi gros sur lui, faut... il va re-signer pour... plus de 200 millions. J'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, mais... sur du long terme, et je trouve que c'est dommage, mais les systèmes en fait pour Victor, je vais revenir à Victor, en fait j'ai l'impression que c'est des systèmes où il sort sur les shoots en fait. Il va prendre le ballon et il va catch and shoot tout de suite, et on va pas l'utiliser pour sa taille en fait. Moins son handle comme on voyait à Bologne. Exactement, il va moins avoir de situations d'isolation, et en fait je pense que le but premier c'est de développer son shoot, et ensuite on développera peut-être son jeu sur la raquette. Le seul match où on l'a vu peut-être un peu plus libre, c'était contre les Suns. Il en plante 38 et ils repartent avec la victoire. Elliot, un avis sur les Spurs et Victor? Je trouve ça très bon, même si Collins et Johnson ont un peu trop le ballon, je trouve. Bon, s'il y a eu le match de cette nuit quand même qui a été compliqué pour les Spurs. Oui, surtout la première mi-temps. Ouais, ils ont fini, je crois que 86 points ils avaient encaissé en mi-temps. Monstrueux. Mais non, plaisant. Puis Wemby, je suis vraiment content de le voir. Beaucoup de Français s'attendaient à un flop, parce que ce que je trouve incompréhensible, quand des Français, il faut quand même supporter un joueur comme Wembanyama. Mais non, vraiment, vraiment content de comment il s'est adapté à la NBA. Puis je trouve pas qu'il râle. En fait, il a pas trop de ballon, il a pas encore montré un peu son agacement. Donc il le dit dans son reportage, ou alors je crois en interview avec Tony Parker, surtout avec Tony Parker, il dit les gens n'ont pas à me respecter, j'ai pas encore gagné leur respect. Oui. Donc je trouve qu'il a vraiment cette humilité, il se prend pas pour quelqu'un d'autre. Et toi Axel, qu'est-ce que tu espères de ces Spurs? De ces Spurs, j'espère que... en fait, c'est un peu compliqué, parce que soit on se dit, ils vont jouer peut-être les places un peu plus basses et peut-être essayer d'aller chercher un tour de draft ou quoi. Ou alors jouer les playoffs, vu comment ils sont sortis, après ça va s'améliorer de temps en temps. Enfin, plus le temps avance, plus Wemby, je pense qu'il va avoir des ballons. Vassell, j'espère qu'il va revenir, parce qu'il était très important. Le souci étant qu'après, ça joue encore aux places de draft. Est-ce qu'ils vont vouloir encore récupérer un nouveau joueur, faire des trades, etc. On ne sait pas. Donc en fait tout dépend de ce qu'ils veulent jouer, mais je pense que là, vu les performances de Wembanyama, ils peuvent jouer les play-in quand même. Pour moi c'est faisable. Bon, y a un autre rookie qui s'expose cette année de la plus belle des manières, c'est Chet Holmgren, l'américain, qui est dans sa saison sophomore, mais il est encore considéré comme un rookie, puisque c'est la première qu'il joue réellement à cause de sa blessure la saison dernière. Alors, il y a une interrogation, est-ce que Wemby est favori à cette course de Rookie of the Year? Louis, toi, est-ce que Wemby est favori, ou alors faut aussi se méfier de Chet? Ah non, il faut se méfier de Chet. Il l'a montré en pré-saison face à Wemby. Il le montre encore sur cette saison régulière. Avec une équipe de KC pareil, qui est très belle à avoir joué, qui est hypante, avec une superbe jeunesse. Ouais, deux équipes jeunes. Donc en fait, il a tous les éléments autour pour concurrencer Wemby. Et je pense qu'il ne faut pas se dire Wemby favori. Il y a quand même Chet Holmgren à côté, et puis c'est pas grave s'il ne gagne pas le titre de rookie, c'est une première saison d'adaptation dans un nouveau pays, donc Chet Holmgren pourrait être une menace au titre de rookie en tout cas. Donc et en plus Shai Gilgeous-Alexander qui fait pas un énorme début de saison, et lui en fait qui en profite limite pour voler la lumière à
un gars qui est All-NBA First Team. Axel, toi, ton avis sur cette rivalité entre guillemets qui est saine? Ouais, je pense que je suis un peu d'accord avec lui. Faut se méfier. Après, j'avoue que moi, dans les personnalités de Holmgren et Wembanyama, je trouve qu'il y a vraiment deux mondes. Ah oui. C'est l'un est à peu près modeste et l'autre, par contre, pas du tout. Avant de jouer son premier match NBA il y a un an. Un journaliste lui avait demandé pour toi quel est le meilleur joueur NBA. Il avait répondu. Voilà. C'est ça sera moi et c'est moi et ça je peux pas forcément le concevoir. Après, force est de constater qu'il est très bon, très très bon et ça va faire une belle course. Après, moi je préfère pour l'instant le style de jeu de Wembanyama, peut-être parce que je suis chauvin, mais pour l'instant c'est mon choix. Et toi, Elliot? Ouais, pour moi, quand même, Wemby reste le favori parce que c'est quand même faut voir après la saison qu'il va faire, mais bien sûr qu'il faut se méfier de Holmgren. Après, le problème, c'est dans le duel des rookies de cette année, les rookies sont pas trop. Je suis un peu déçu de certains rookies. Je parle des frères Thompson qui sont pas au niveau que j'attendais. Mais en fait, c'est surtout les pivots liés forts, parce que même Derek Lively, Magic, Dallas, qui est très bon. Et Brandon Miller, peut-être un mot. Ouais, aussi, oui. Je trouve que il est pas mauvais. Voilà, exactement. Avec Scoot Anderson, les frères Thompson, lui, il est pas mauvais, il fait son adaptation tranquillement. Ouais. Parce que Scoot Anderson, on n'a pas parlé aussi, mais c'est pas bon. Hein. Qu'on se le dise, c'est pas bon du tout. C'était mieux les 2 derniers matchs avant qu'il se blesse, mais là, non. De toute façon, ils doivent tous s'adapter en vrai. C'est ça aussi. Mais c'est juste que du coup, en fait, on attendait un peu une grosse draft avec comme beaucoup de joueurs qui étaient attendus. Puis au final, ils vont mettre plus de temps à s'adapter à la NBA. Après, faut pas être inquiet non plus. Tu prends des pincettes. Non, bien ça sûr. fait même pas 10 jours. Non, oui, c'est ça. C'est juste quand tu vois le niveau de Holmgren et Wemby, tu te dis qu'un ou deux auraient pu faire le même début. Rapidement, rookie de l'année, ce sera Wemby. Axel? Wemby. Et Elliot? Wemby. Ouais, on est tous chauvins, je crois, ici. On va parler d'un autre Français qui, lui, a plus de mal. Ça va faire 2 ans. Enfin, il est dans sa 2e année mauvaise, on va dire, le pauvre Evan Fournier, qui n'a plus de temps de jeu au Knicks maintenant depuis une saison. On en parle depuis des mois de sa situation, mais elle ne bouge toujours pas. La saison a reprise. On savait qu'il n'était pas dans les plans, sauf qu'il n'y est vraiment pas. Sa situation, tout le monde, je pense qu'il faut un trade, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ah oui. Vous le verrez où, en fait? Comment il pourrait se relancer? Comment Evan Fournier, à l'heure d'aujourd'hui, pourrait se relancer? Louis? Moi je le vois soit dans une équipe qui tank en tant que vétéran, Spurs, peut-être Détroit aussi, ce sont des équipes qui pourraient être sympas pour lui, qui ont le cap. Après pour les Spurs je trouve c'est un peu plus compliqué parce que connaissant Tom Thibodeau, j'ai du mal à voir un joueur qui pourrait correspondre à ce qu'il a vraiment envie. Peut-être Doug McDermott qui correspond parfaitement au salaire, mais pareil c'est un joueur à 3 points. C'est un peu un profil. Peut-être qu'ils se connaissent des Bulls, j'ai pas les dates en tête. Mais quand McDermott à 30 c'est pour Filoche. Hein. Exactement. Ah oui. Mais c'est le rôle d'Evan. Et je le verrais bien aussi dans une équipe qui veut aller chercher le titre en tant que joueur remplaçant qui vient mettre ses 3 points. Il double ou il triple sur un poste. Exactement. Axel, qu'est-ce qu'il faudrait à Evan en fait? Parce que on le rappelle, en fin de saison, il y sera au JO normalement sans blessure parce que ça reste le capitaine ou le vice-capitaine de cette équipe derrière Nicolas Batum. Donc il y sera, faut aussi qu'il se prépare. Axel, toi? Je pense on va tous être un peu d'accord. Il faut qu'il soit trade dans une équipe qui joue le bas de classement, qui joue comme l'a dit Louis, une équipe tank, mais honnêtement il peut pas bien viser plus haut en fait, parce que concrètement il aura pas sa place, il va pas jouer, il va jouer quoi, les 5-10 minutes par match à tout casser dans le meilleur des cas. Donc pour moi il faut qu'il vise plus bas. À la limite le problème c'est que ça va être difficile dans le trade, mais à 2 doigts de dire Washington pour rejoindre Koulibaly. Peut-être un retour à Orlando. Peut-être un retour à Orlando, mais ça m'étonnerait quand même. Mais après dans tous les cas faut qu'il aille dans une équipe plus bas en tant que joueur expérimenté et voilà. Et toi Elliot? Le problème avec Evan c'est que je sais en fait comme il veut jouer, c'est ce qu'il dit, il a envie de jouer et il a pas envie d'attendre que le contrat avec New York soit terminé.
Mais ouais, en fait, je vois pas aller dans une équipe qui vise le titre si c'est pour en fait jouer un match sur 3 ou jouer 2 minutes par match parce que c'est pas ce Lui, qu'il il veut veut. jouer, hein, C'est ça. il en a marre. Ah bah. Ouais, en fait, il aime le basket, il veut juste toucher un ballon et jouer au moins la moitié d'un match. Donc ouais, viser une équipe qui vise même pas les playoffs, ce serait bon pour lui, comme ça il peut se libérer quoi. Bon, maintenant, je vais vous proposer de passer au jeu. Concentrez-vous tous, c'est un jeu où je vais vous poser des questions. Donc, Ok. Jusque-là, ça va. donc le premier, normalement, c'est des questions qui demandent quand même un petit peu de réflexion. Avec des réponses, du coup, aux questions. Bah, c'est mieux d'avoir Ok. la réponse à la question, surtout pour marquer un point, Louis, c'est mieux. Ok. Je vais vous poser la première question. Donc, vous me répondez, il n'y a pas de lever la main, je sais pas quoi. Citez-moi au moins un duo qui a été co-Rookie of the Year dans l'histoire de la NBA. Un indice, il y en a eu 3. Il y en a eu 3. Il y en a eu 3. Moi, du coup, j'ai Jason Kidd et Grant Hill en 96. Je te l'accorde parce que c'est un an avant, saison 94-95. Très belle réponse, Louis. On avait eu en 70-71, je pense que pas beaucoup de gens connaissent, Dave Cowens et Goff Petrie. Non. Et en 99-2000, Steve Francis et Elton Brown. Selon vous, quelle franchise a eu le plus de premiers pics dans l'histoire de la NBA? Bonus si vous me donnez le chiffre ou le nombre. Minnesota. Les Magic. C'est faux. Les deux. Oui, les deux sont faux. C'est une franchise qui aime le rouge. Alors, dis-nous les. C'est Miami. Les Bulls. Ce ne sont pas les Bulls. Mais c'est Miami. Cleveland Cavaliers. Ah, Cleveland. Bravo, c'est ce que je Axel. voulais dire en plus. Et oui, les Cavs. Avec du LeBron James, Anthony Bennett. Ouais, bah d'accord. Kyrie. Bennett, Wiggins. Wiggins, mais du coup, ils l'ont donné à Ils l'ont Minnesota. trade Ah directement. ouais. Ah ouais, la Et petite oui, fourberie là. ils en ont eu 6. Voilà. Ils en ont eu 6 de premiers pics dans leur histoire. Ça fait 1-1 et Chanceux, 0. hein. Elliott, va falloir activer le bouton. En plus, ils l'ont eu c'est depuis 2000 là, qu'ils les ont tous eu. Prochaine question. Quasiment. Quel a été dans l'histoire de la NBA le rookie avec la meilleure moyenne de points sur sa saison rookie? Ah, mais c'est- Et bonus si vous me donnez Wilt. allez, une petite fourchette. Will Chamberlain, bonne réponse. Ah oui. 1984. Il y a Michael Jordan qui est draft en 3ème position Ouais. Oh non. par les Chicago Bulls. Et en première position, Ouais, je sais pas. il y a Ouais. Hakeem Olajuwon. Ouais. Voilà. Au deuxième. Les deux finiront au Hall of Fame. Ah, j'ai plus. Je l'ai plus. Mais entre ces deux joueurs, Oh là là. un certain bust, comme on appelle ça dans la NBA, vient se caler devant Michael Jordan. Putain. Quel est son nom? Je peux te dire l'équipe. Bah, Je je pense que c'est. Je donnerai le prénom pour directement déclencher son nom. Vous inquiétez pas. Mais si vous me donnez son... Peut-être le pire choix. Un le des pires pire, choix. bon, ouais, il a franchement, été ouais. rongé par les blessures après. Bah, en gros, il Ouais, avait, mais il avait Michael menti, Jordan. il était déjà miné par les blessures Ouais. et Portland ne savait pas. Sam Bowie. Sam Bowie. Ça me broche. Je peux. Sam Bowie. Sam Bowie. Vous n'avez pas la réponse. Maintenant, il vous reste des questions personnalisées. Vous allez pouvoir tous vous rattraper. Ok. Je vais vous donner une année. Ça peut être, allez, on va prendre au hasard là, l'année dernière, 2023. Et en fait, vous allez devoir me dire le top 15, le maximum de joueurs dans le top 15 de cette Ah, draft. vas-y. Je les connais plus, ouais, Ok. c'est bon. Vous inquiétez pas, j'ai pris des drafts qui sont je restés l'ai dans plus, l'histoire de je la l'ai NBA. Vous inquiétez pas. Axel, tu vas me donner le maximum de joueurs de la draft 2003. En vrai, ça va, franchement, ça va. Franchement, non, mais tu en peux vrai, au moins honnêtement, mettre je 3-4 les ai- points. je Je les ai- sais que vous n'allez ouais, pas avoir les je 15, les ai mais plus, c'est je pour les ai mettre 3-4 plus. points à chaque fois. Ah, du coup, bah, LeBron. Ouais, il y a Et les points, ça te d'accord, fait un voilà. point. Bah, du coup, Wade, du coup. Oui, Voilà. évidemment. À deux doigts de dire Bosch, mais non. Bosch, bien si, sûr. bah, si. Si. Voilà. Il y avait qui d'autre? Il n'y avait pas Dwight? Ah, c'était pas, Non. non. Non, il y a un autre 2005, quand même qui a fini dans le top 10 des meilleurs scores de l'histoire de la NBA. Son signe, c'est ça. Mais non, mais les gars, je l'aurais pas, je vous jure. hein, Axel, Je vais pas, je mais vais dire t'as oui. quand même eu 3 réponses. Ouais, je vais C'est dire- Carmelo Anthony. Ah, mais oui, Carmelo Anthony. Ah, Euh, Qui est le putain, deuxième que- de Détroit? C'est Darko Milicic. Et les drafts, Darko c'est Milicic, trop dur. ouais. Bon, ça te fait quand même 3 points, donc Grave, tu passes c'est à trop 4. dur. Il y a Louis qui était à 2 et Elliot à 0. Allez, Elliot, tu vas me faire la draft 96. 96, qui est une des plus belles de l'histoire. Hein. Ah bah Iverson, Ouais. Kobe. Ouais. Si, il y a Steve Nash. Oui. Steve Nash, bien sûr. Ouais. 3 points, peut-être pour Entre- égaliser Axel. En 13ème. Hein. Double MVP. Steve Nash en 15. En 15. 13 c'est Kobe. 13 c'est Kobe. My Kobe bad. qui était très jeune, c'est pour ça. Ah, bah oui, oui. T'as pas pris le risque. Est-ce que. je vais dire Allen, je sais même pas s'il était. Ray Allen, Ouais. il est s'il y a- totalement ouais. 5ème, ça fait 4-4. Et Euh, tu peux peut-être en trouver un dernier, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu l'auras. Il a été All-Star.
Ouais, non, je pense Bon, pas. c'était Sharif Abdourahim qui est draft en 3 bah ouais. cette année-là. Louis, en vrai, c'est peut-être un cadeau pour toi, mais la draft 87, tu vas m'en dire un peu plus. Bon, les 3, je leur ai donné un indice pour les lancer. C'est ton équipe de cœur qui obtient le premier pick. David Robinson. David Robinson, Ok, premier choix. ça, c'est- Louis, ça, 3 c'est points. Les deux 4. Ça a été le meilleur lieutenant de Michael Ah Jordan. putain. Scottie Pippen. Je t'ai Ok. vraiment donné Ouais, ce- là vraiment. Autant me dire Scottie. Hein. Et un troisième, enfin le troisième que tu peux trouver, ça va pas te donner d'indice, mais il est draft en 11. C'est pour la victoire, Louis. Hein. Ouais, j'ai envie de tenter. 87, elle connaît. Louis pour la victoire. Gary Peyton. Payton. C'est une mauvaise réponse. Oh non. Attends, dis un autre. Il y en a pas un autre. Vous allez vous départager sur une dernière question tous les trois. Le premier qui me la dira aura gagné. C'était un joueur des Pacers. Reggie Miller. Reggie Miller. Oh non. Ah, Reggie Miller. Louis qui rate. 11ème, il était. Bon les gars, dernière question pour vous départager. Contre quelle équipe en 91, je crois, les Chicago Bulls remportent Les Jazz. Non, c'est bon, je me tais. remportent leur deuxième titre. Contre qui? Les Blazers. C'était les Blazers. Bravo à toi, Louis. Si, ouais. C'est pourquoi je vais pas laisser. Merci à tous de nous avoir regardés dans cette nouvelle émission du Money Time. Alors, on vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à aller sur notre site, le Money Time, pour consulter tous nos articles. Et Merci. nous, on se dit à la prochaine.